Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence. Bienvenue à la conférence de Cynthia Gagnon, Parler sexe avec ses patients. Oui, ça se peut. Cynthia n'a pas donné une biographie, donc la seule chose que je peux dire, c'est que Saguenayenne, ergothérapeute, drôle. Bonne conférence. Merci. Je voudrais dire d'abord que je présente à la place de Annie Plourde. Pour ceux qui la connaissent, Annie est notre courtière de connaissances à la Clinique des maladies neuromusculaires. Puis elle a été longtemps la courtière de connaissances aussi au GRIM. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle a pris des nouvelles fonctions, donc elle n'a pas pu être libérée, mais elle aurait vraiment aimé venir vous parler. Dans le fond, le projet, certains ont assisté à la présentation ce matin c'est plus mes étudiants, de 6 ergothérapeutes nouvellement formés. Et dans le fond, le projet est vraiment parti, il y a quelques années de cela, d'une perspective, dans le fond, c'est les infirmières qui sont arrivées. On a fait des groupes de pratique et à un moment donné, les infirmières nous sont arrivées avec un besoin de dire, écoute, la sexualité, c'est important d'en parler, mais on ne se sent pas outillé, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On sait qu'il y a des problématiques, mais on a de la difficulté à l'aborder. Et dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé tranquillement, pas vite, différents projets en lien avec la sexualité pour outiller différents types de professionnels, puis être capable d'en arriver, dans le fond, à une pratique plus facile avec notre clientèle. Et donc, un de ces éléments-là, vous l'avez vu, c'est le guide en ergothérapie. On est en train d'en développer un en physiothérapie. Et Mélissa Lavoie, qui est infirmière et professeure à l'UQAC, est en train d'en développer un pour les infirmières. Donc, vraiment, pour arriver à une pratique, je dirais, multidisciplinaire. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment aborder plus l'aspect de comment on va parler de sexualité avec nos clients. Donc, tout d'abord, il faut revenir à la sexualité. Malheureusement, souvent, pour la plupart des gens, la sexualité ne comprend ou dans l'imaginaire n'est que l'acte sexuel. Mais si on réfère, dans le fond, à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la sexualité, ça comprend vraiment le sexe biologique, l'identité, les rôles sexuels, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus large que simplement l'acte sexuel. Et c'est vraiment un aspect central de la vie humaine, parce que sinon, s'il n'y avait pas de sexualité au départ, nous ne serions pas là, parce qu'il y a d'abord la fonction de reproduction, mais il y a beaucoup plus de fonctions à la sexualité. Et donc, il faut être capable d'aborder cette habitude de vie-là. Donc, la sexualité, c'est un tout. C'est l'acte physique, l'affection, la vie amoureuse. C'est lié fortement à l'estime de soi, à la reproduction, à la vie de couple, à la vie familiale, aux relations sociales, à la discrimination, parce que ça peut aussi jouer, à l'identité sexuelle et toute l'éthique qui entoure aussi la sexualité. Et on l'a vu dernièrement, il y a eu plusieurs problèmes éthiques et de discrimination. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment sociétal. Donc, c'est au niveau individuel, mais ça se vit aussi à l'intérieur d'une société. Et c'est quelque chose qui va aussi évoluer ou régresser ou être différent avec le temps. Fait que parler de sexualité il y a 60 ans, c'est pas comme parler de sexualité aujourd'hui, et ça sera probablement pas pareil que parler de sexualité dans 60 ans. Donc, il y a des différences par rapport à ça aussi. Donc, ce qu'on peut parler, c'est que la sexualité, ça fait partie de la participation sociale dans les cas théoriques comme le processus de production du handicap. C'est une activité de la vie quotidienne. À la blague, je dis toujours que mon chum a adoré quand j'ai dit que c'était une activité de la vie quotidienne parce que lui pense qu'il dit « Ah, je pensais que c'était une activité de la vie mensuelle. » Alors, j'ai dit « Non, ça a l'air que c'est quotidien, mais il y a des variations sur le thème. » Et c'est très, très important pour la qualité de vie. C'est lié à la qualité de vie. Ce qui est important aussi de dire que la sexualité, il faut aussi le comprendre dans un concept où il y a une sexualité individuelle et il y a une sexualité de couple et il peut y avoir une sexualité multiple. Donc, il y a plusieurs variations, dans le fond, dans l'expression de la sexualité. Donc, c'est pas... Souvent, on le perçoit aussi où on va l'aborder avec nos clients seulement quand ils sont en couple. Mais c'est pas vrai que la sexualité s'exprime seulement quand on est en couple. Donc, il faut faire attention aussi à notre perception par rapport à ça. Donc, on va aborder un petit peu plus cette problématique-là. Donc, on le sait, on l'a dit ce matin avec nos étudiantes, c'est que c'est un sujet difficile à aborder, autant pour le client que pour l'intervenant. Et je vais même faire du pouce sur ce que tu as dit tout à l'heure pour le parent. Parce que pour le parent, même si son jeune est rendu à 18, 20, 25 ans, je veux dire,
et qui a des déficiences physiques, souvent le parent va pas nécessairement réfléchir qu'il est un être sexué et que les déficiences physiques, c'est pas synonyme d'un être asexué. Et c'est pas facile, je veux dire, quand on est parent, j'ai un adolescent qui a 18 ans maintenant, on a commencé à aborder la sexualité, ça fait un petit bout, mais même comme parent, on est inconfortable souvent avec le sujet. Donc, c'est vrai pour tous que c'est pas un sujet qui est facile à aborder. C'est aussi un sujet tabou dans les milieux de vie. J'ai eu plusieurs discussions avec les infirmières pivots à la clinique. Quand un client, puis on l'a vu beaucoup dans les guides de pratique, dans le développement des guides de pratique, la sexualité, oui, ça se vit dans l'intimité du domicile, mais quand le domicile, c'est un CHSLD, quand le domicile, c'est une résidence pour personnes âgées, bien là, on a des défis nouveaux qui arrivent parce que les personnes atteintes vont tomber en amour, vont vouloir exprimer leur sexualité, mais là, on se retrouve dans une situation de CHSLD, de vie communautaire, entre guillemets, avec des intervenants qui ont des horaires, avec des gens qui peuvent rentrer à tout moment dans la chambre, où la notion d'intimité est quand même différente de celle de l'intimité du foyer. Et donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. La sexualité, elle est peu abordée, souvent parce qu'on dit, bien, ça n'existe pas. T'sais, donc, on ne posera pas de questions comme intervenant. On va dire, écoute, si je ne pose pas de questions, je n'ouvrirai pas de boîte de Pandore. Ou si le patient va l'aborder timidement, on va rapidement refermer la porte. OK? Et c'est pas une mauvaise volonté, c'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose où ce que les filles abordaient ce matin, ce que je réaborde, c'est que on ne se sent pas outillé, on ne sait pas comment en parler, on ne connaît pas notre rôle professionnel, puis on n'est pas sûr des interventions qu'on peut mettre en place. Et l'autre aspect important, puis on en parlait hier soir avec les infirmières, c'est qu'on a tellement peu de temps dans le contexte actuel d'intervention que souvent on a à éteindre des feux, c'est-à-dire le patient a besoin d'une marchette, il a besoin d'une adaptation de domicile, il a besoin de conseils sur sa gestion d'énergie. Donc, on se retrouve à mettre, dans le fond, ces habitudes de vie-là beaucoup plus loin dans le processus. Il n'y a certainement pas de priorité ministérielle là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aborder, puis il ne faut pas au moins être capable de l'aborder quelque part dans le suivi de nos clients. Donc, le défi présentement, c'est que le sujet n'est pas assez abordé. La perception de ce qu'est la sexualité, je pense que je l'ai amené un petit peu aussi. La sexualité, donc, c'est le sexe, mais c'est la vie affective aussi. Clairement, dans tous les écrits, il y avait quand même les deux éléments dans nos recensions des écrits qu'on a fait jusqu'à maintenant, les deux éléments qui étaient clairs et qui étaient soutenus par une littérature, entre guillemets, plus abondante, c'est que toutes les études qui demandaient aux patients qui doit aborder la sexualité, ils étaient tous unanimes. Ils veulent que ce soit le professionnel qui l'aborde parce qu'ils ne sont jamais sûrs si c'est un professionnel qui peut ou qui a des interventions à offrir en sexualité. Rappelez-vous, la première fois que votre patient arrive en ergothérapie, là, il ne sait pas trop ce que vous faites, là. En physio, un petit peu plus clair des fois. Quand on va voir le neurologue, on le sait-tu qui peut nous proposer une médication, qui peut nous faire... On n'est pas sûr. Fait que déjà là, on ne sait même pas qu'on peut l'aborder parce qu'on ne sait même pas qu'il y a des interventions qui existent. Mais les professionnels sont mal à l'aise avec le sujet. Il y a un manque de formation. J'ai regardé à travers tous les curriculums en ergothérapie pour voir est-ce qu'il y a de la formation qui est donnée, c'est une habitude de vie. Généralement, si on est chanceux, on a peut-être un 3 heures on the side. À Laval, ils commencent à avoir un programme de formation un petit peu plus, un crédit lié à la sexualité, mais c'est timide, c'est hésitant. Avant que j'arrive dans le programme, il y avait, je pense, 2 heures de données. Si vous faites le programme atteinte avec maladie neuromusculaire dans mon cours, vous allez avoir peut-être 1h30 de plus. Donc, il n'y a pas beaucoup de formation là-dessus. Il manque de sexologues aussi. Dans les milieux de réadaptation, dans les milieux de soins. Nous, au centre de réadaptation, malheureusement, au Saguenay, on n'a pas de sexologue et on n'a pas de lien non plus avec les sexologues en privé. Il n'y a pas d'arrimage qui est fait avec les ressources en privé. L'autre chose qui nous a vraiment étonnés quand on a commencé ce projet-là, c'est qu'on a dit, bon, on va aller voir les ordres professionnels. Il doit bien avoir quelque chose d'écrit là-dedans. Ben non, il n'y a rien d'écrit. En ergothérapie, on a consulté l'Ordre des ergothérapeutes, l'Association canadienne. Et la seule chose qu'il y avait, c'était de dire que le rôle de l'ergothérapeute comprend la sexualité. Et c'était tout. Et en physiothérapie, dans le fond, il n'y avait aussi que cet aspect-là. On le voit un petit peu plus dans les interventions intensives en physio, là, dans la rééducation périnéale, c'est abordé, mais c'est une formation post-graduée, donc qui n'est pas nécessairement accessible aux autres professionnels. Donc, c'est vraiment comme plus complexe de même s'asseoir sur nos ordres professionnels parce qu'on n'a pas de ligne directrice. Donc,
ce qu'on a voulu vraiment faire à travers différents projets, différentes initiatives, c'est vraiment définir la pratique liée à la sexualité et les maladies neuromusculaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment abordé, dans le fond, on a mis à contribution les intervenants des cliniques neuromusculaires du Québec. On a interpellé les ordres professionnels. Donc, l'OEQ va effectivement revoir le guide de pratique à la lumière, dans le fond, de notre pratique professionnelle pour s'assurer qu'on limite. On va faire la même chose avec les physiothérapeutes. On va impliquer à terme des patients. On ne l'a pas encore fait avec les guides de pratique, mais on veut que certains patients relisent le guide pour voir s'ils sont à l'aise avec ce qui est dit, ce qui est abordé, comment on va l'aborder, puis être capable, parce qu'en final, la meilleure façon d'aborder le client, c'est comment lui va être à l'aise pour être abordé. Donc, on ne peut pas présupposer comment il veut être abordé face à la sexualité. Fait que je pense qu'il y a certains éléments du guide qui vont être intéressants d'aller interpeller les patients. On va interpeller, dans le fond, le réseau de la santé. On a des étudiants en santé qui contribuent vraiment généreusement et de façon, je dirais, très passionnée. Nos étudiantes étaient passionnées par le sujet, ils étaient fiers de présenter leur guide, puis ils ont mis beaucoup plus d'heures que prévu dans ce projet-là, j'en suis certaine. Et on va aussi mettre à contribution, dans le fond, les associations de patients pour être capable de faire la diffusion plus large de ces guides de pratique-là. Donc, il y a 3 types d'activités. D'abord, il faut définir les rôles professionnels. C'est quoi les champs de pratique? Et ça, on travaille beaucoup avec les ordres professionnels. Donc, on l'a vu, on a interpellé dans le guide de pratique en ergo une sexologue pour aller voir, bien, c'est quoi les rôles qui seraient comme mitoyens, où il pourrait avoir une zone grise. On est en train de travailler avec les physiothérapeutes en rééducation périnéale pour dire, bon, bien, dans le guide ergo, à quel moment je dois penser à référer mon patient en physiothérapie pour de la rééducation périnéale. Donc, on est vraiment à définir les rôles de tous et chacun. On veut définir les interventions en sexualité. On l'a dit tout à l'heure, il y a peu ou pas d'évidence pour le faire. Ce qu'on a développé, dans le fond, au GRIM, c'est vraiment une technique mixte où on utilise la recension des écrits, des entrevues qualitatives, des groupes de pratique, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'en entrevue qualitative, les intervenants, ils ont des idées. Ils nous disent qu'est-ce qu'ils font avec leurs clients. Mais quand on les met en groupe autour d'une table, il émerge beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de situations cliniques où là, on est capable d'extraire des choses que les gens font en vrai et comment ils abordent la sexualité avec leurs clients, etc. Et donc, on a vraiment ces 3 projets-là qui sont en cours et on espère pouvoir le faire aussi pour d'autres professionnels de la santé. Comme avec les sexologues, ce qu'on a travaillé, c'est que oui, il y a des sexologues en réadaptation, mais il n'y a pas de guide de pratique comment intervenir en sexologie dans des clientèles atteintes de déficience physique ou de maladies neuromusculaires. Donc, ça serait intéressant, là encore là, d'arriver à quelque chose de plus arrimé avec nos clientèles. Donc, ce qu'on vise à terme, c'est de vraiment développer une boîte à outils où, en fonction des publics cibles, on va avoir des contenus différents, des formats. On parlait tout à l'heure que l'ergothérapeute, idéalement, pourrait aller, dans le fond, dans une boutique de jouets ou de matériel érotique et être capable, avec le sexologue, de définir des options intéressantes. Et la sexologue qu'on a consultée nous disait vraiment, on peut même y aller avec le client. Et on va regarder, on va valider quelles seraient les options qui seraient intéressantes pour lui. Mais vous comprendrez qu'on n'est pas rendu là, mais que je pense qu'à terme, on va pouvoir peut-être arriver à faire ça, puis à développer une boîte à outils en disant, bien, un peu comme on va le faire pour des aides techniques, on va arriver en disant, bien, si votre patient a un problème, par exemple, ou au niveau de la masturbation, il n'est pas capable de tenir l'objet, bien, voici 4 ou 5 options intéressantes. Et là, bien, ça va diminuer ce qu'on a à faire comme ergo parce qu'il ne faut pas recommencer à chaque fois. On a peu de temps, puis ça ne veut pas dire que, tu sais, tous nos patients vont avoir des problèmes. Mais c'est sûr que quand on parle de maladies neuromusculaires, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait des problèmes à un moment donné parce qu'avec les pertes, dans le fond, de fonction motrice, de sensibilité, de fatigue, c'est clair qu'il va y avoir ces difficultés-là qui vont arriver. Il y a des patients qui vont les gérer par eux-mêmes, en couple ou seuls, mais il y a pour plusieurs patients où non, c'est pas clair que ça va se faire. Puis j'ai donné plusieurs conférences à des patients dans différents contextes, et ce que les patients et les conjoints nous disaient, c'est que la sexualité, généralement, dans un couple, quand ça fait un petit bout de temps, c'est pas quelque chose qu'on discute. C'est comme il y a une façon de faire, il y a une façon d'être. Et de changer ça, c'est pas si évident que ça parce qu'il y a un gros côté affectif, il y a une charge affective. Il y a un patient qui m'a dit à un moment donné, tu sais, moi, il dit, j'étais habitué d'être on top of things. Tu sais, lui, il était sur le dessus. Tu sais, en voulant dire. Puis là, il dit, ça me change tout dans mon rôle d'homme. Tu sais, ça me questionne dans mon rôle d'homme d'être couché. Puis, bon, c'est un patient d'un certain âge, puis avec une pratique plus, je dirais, en tout cas,
standard, on va appeler ça comme ça, je n'aime pas dire le mot standard, mais pour lui, c'était toute son identité d'homme qui était touchée, puis ça, c'est pas notre rôle nécessairement comme ergo, mais là, ça aurait été le rôle d'un sexologue d'aborder que, tu sais, il peut y avoir d'autres choses qui se font, puis ça touche pas à sa masculinité, mais pour lui, ça touchait à sa masculinité. Donc, il y a vraiment ça, donc il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, la sexualité, les maladies neuromusculaires, très peu de littérature. Ce qu'on a eu, c'est quelques constats pour le Charcot-Maritou et la SLA. Il faut discuter du sujet. Ils ont les mêmes difficultés. Les problématiques sont confondues, mais il y a beaucoup de problématiques communes aux maladies neuromusculaires. Et ça correspond à la réalité. Il faut faire une approche par difficulté qui peut être intéressante, comme par exemple la fatigue, le problème de coordination, la ventilation assistée va être un frein quand même relativement majeur. Il y a des patients on avait un groupe interdisciplinaire avec des patients sur la ventilation assistée et les patients, une des raisons, les jeunes patients qu'on leur proposait la ventilation assistée et qui avaient une conjointe, bien, ils disaient, bien non, ça ne me tente pas. Parce que là, tu sais, j'installe ça, là, puis, tu sais, là, c'est comme, bien, il n'y a plus rien qui se passe dans le lit parce que là, j'ai mon CPAP, j'ai mon BIPAP, là, c'est pas très excitant. Fait que, tu sais, souvent, j'ai pas tendance à le mettre parce que, tu sais, je me dis, bon, ben tu sais, on est en intimité et tout, ben je le mettrai pas. Donc, c'était un frein à l'utilisation de tout ça. Il y a beaucoup de détresse psychologique quand on commence à aborder ça. Les gens, puis même les gens qui sont seuls, juste donner la permission de dire, écoutez, on peut en parler, il y a des solutions, puis oui, c'est correct d'avoir une sexualité en solo, parce que pour plusieurs personnes encore, il y a des tabous par rapport à ça, il y a des non-dits, c'est pas quelque chose qui ont été habitués. Par contre, ça peut se faire et ça peut se discuter, donc il faut aussi l'aborder, ça, dans ce cadre-là. Puis on a des exemples à la clinique où il y a des patients qui étaient très contents que l'infirmière aborde ça et leur donne comme en guillemets, une permission. Tu sais, c'est correct, c'est normal, ça se peut. Puis, tu sais, c'est pas déficient, il y a beaucoup de perceptions par rapport à ça. Malgré qu'on soit une société où on est surexposé à la sexualité à tous les jours, je veux dire que ce soit sur Facebook, sur Internet, dans les médias, mais dans l'intimité, c'est pas vécu comme ça. On a le modèle explicite, vous l'avez vu un petit peu ce matin. Donc, c'est un modèle qui nous aide, dans le fond, à aborder la sexualité. Donc, l'autorisation, c'est qu'on peut en discuter. On donne la permission aux patients de parler de sexualité. Et c'est vraiment là, on va mettre des dépliants, on va mettre des pancartes et des choses comme ça. Et c'est de rassurer la personne, de dire, bien, tout le monde se pose des questions sur sa sexualité, sur les rencontres amoureuses. Ça m'arrive souvent dans ma pratique de voir ça. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Donc, déjà là, on vient normaliser la situation. Puis après ça, là, on dit, ah oui, tout le monde en a? OK. Bien, oui, moi aussi, j'en ai. C'est moins confrontant que de se faire demander, avez-vous des problèmes liés à vos activités sexuelles? Ben non, ben non. Mais quand tu dis, beaucoup de gens en ont, tu dis, ben, c'est correct, ça va bien. Pas d'approximation du sujet puis des questions claires. Par exemple, on peut dire les personnes atteintes de tel diagnostic mentionnent souvent qu'ils ont tel symptôme qui nuit à leur sexualité. Comment ça va, vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Donc, on nomme des choses, on normalise. C'est une approche, on l'a dit, par difficulté. Donc, identifier les difficultés affectant la sexualité de votre patient selon lui. Qu'est-ce qu'il voit comme des problématiques? Le deuxième niveau d'information, c'est l'information restreinte. C'est encore une information qui n'est pas spécifique à votre client devant vous, mais qui va leur donner des pistes d'information, des éléments qu'il va pouvoir discuter avec vous. Et donc, par exemple, on pourrait avoir un dépliant qui parle des maladies neuromusculaires en lien avec la sexualité. On pourrait parler de l'effet des médicaments sur la sexualité. Bon, vous prenez 3 médicaments présentement, puis ça pourrait avoir des effets sur vos fonctions sexuelles, si on parle, par exemple, de l'homme, sur votre érection. Est-ce que c'est des choses que vous vivez? Donc, d'aborder ça, mais de façon comme plus générale. Ça permet de corriger les informations, les mythes et d'offrir de l'information de qualité, mais quand même limitée, qui va être des dépliants, des sites web, etc. Par exemple, si on a des difficultés découlant de la fatigue, on peut leur offrir un dépliant sur la gestion de la fatigue. Le niveau 3, c'est vraiment là qu'on est en mode résolution de problèmes. On a un client devant nous, on a déjà abordé la sexualité, il a nommé des problématiques, et là, on va vraiment regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme intervenant à ce niveau-là. On va avoir des difficultés physiques concrètes devant nous et on va parler aussi, dans le fond, de la perception, de l'anxiété, etc., de ce client-là. Est-ce qu'il a envie de l'anxiété? Est-ce qu'il vit des problèmes?
Et donc, par exemple, un exemple concret, c'est que s'il y a des faiblesses musculaires, oui, on peut mettre le patient à expérimenter des différentes positions devant nous, évidemment habillé, mais où on va tester des positions, où on va lui demander de les tester à la maison avec son conjoint, puis de nous revenir. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que c'est... Puis d'utiliser des images, d'utiliser soit que le patient va se mettre en situation concrète. Est-ce que vous avez mal aux articulations quand vous faites cette position-là? Oui, j'ai mal aux articulations. OK, on va regarder quelque chose d'autre. On va regarder des positions différentes. Donc, et il y a vraiment des livres et je dirais, des éléments qui peuvent nous aider. Les traitements intensifs, maintenant, les traitements intensifs, c'est vraiment une pratique avancée. Donc, c'est lié à une formation spécifique. Il y a très peu de professionnels qui peuvent faire des traitements, des pratiques avancées, et c'est dans le respect des champs de pratique. Donc, tout à l'heure, on parlait de la rééducation périnéale en physiothérapie, c'en est un. Les sexologues vont faire des thérapies intensives aussi. Ça fait partie de leur champ de pratique. Pour ce qui est de l'ergothérapeute, par exemple, il n'y a pas de traitement intensif. On n'a pas ce champ de pratique-là à ce moment-là. Et l'important, dans le fond, comme professionnel, c'est aussi de connaître ces champs ou ces traitements spécifiques-là, parce que souvent, on ne pense pas à la rééducation périnéale, par exemple, en physiothérapie, alors que ça peut être une avenue intéressante. Mais il faut les connaître. Et dans les guides de pratique qu'on est en train de faire, bien, on s'intéresse vraiment à identifier qu'est-ce qu'on peut faire si on voit un patient qui a cette problématique-là et à qui on peut le référer. Donc, si vous avez abordé la sexualité avec votre patient ou vous commencez à le faire, bien, essayez de cibler vos bons réflexes. La façon dont vous avez posé la question que le patient, oups, il s'est ouvert, il y a des façons de parler, puis chacun est spécifique. Moi, j'aborde souvent ça, bien, je ne dis pas la sexualité, mais souvent, je vais aborder des situations difficiles par l'humour. Il y en a d'autres qui ne seront pas à l'aise. Donc, ce n'est pas un one size fit all. Il faut que vous trouviez des façons de faire que vous êtes, dans le fond, à l'aise de faire et d'essayer de voir qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire. Vous pouvez le discuter en groupe, vous pouvez le discuter en communauté de pratique ergothérapie. Présentement, j'aime pas ça dire, mais sur Facebook, il y a une communauté de pratique en sexualité, en ergothérapie, donc qui est avec un étudiant au doctorat qui est en train de faire son doctorat là-dessus. Mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des situations concrètes. Et reconnaître vos forces et vos limites et savoir quand référer. Et donc, la dernière chose du modèle explicite, donc le X, c'est qu'il faut recommencer et redonner l'autorisation. Ce n'est pas parce que vous l'avez évalué une fois il y a 5 ans qu'il ne faut plus en reparler. Il faut en reparler de façon périodique puis donner l'autorisation au patient qui peut revenir à différents moments pour en parler aussi. Et donc, évidemment, il faut garder quand même les confidentialités, le respect et l'éthique. Les étudiantes en ont parlé. Le respect du patient, mais le respect de ses limites aussi, parce que ce n'est pas un sujet facile, ce n'est pas un sujet qu'on va toujours être à l'aise. Et donc, j'ai mis quelques listes de lectures pertinentes. Ils vont être disponibles sur DMC quand vous allez les loader. Et en parler, c'est déjà un début. Donc, on commence quelque chose. Et donc... Est-ce que vous aviez des questions? Oui, bonjour, Gilbert de Fombrun, ergothérapeute au Centre Lucie Bruno. Merci pour les 2 belles présentations. J'avais une question par rapport à, justement, comment aborder la sexualité, pourquoi on ne le fait pas, puis tout ça. Puis là, je réfléchissais là, en vous écoutant. Je me dis que pour les autres habitudes de vie, souvent, on va faire un portrait là, prémorbide, comment la personne fonctionnait, puis c'est quoi maintenant les impacts là, de la maladie, puis tout ça, puis comment elle fonctionne actuellement, puis trouver des solutions. Est-ce que ça, c'est une approche là, qu'on peut envisager beaucoup avec l'habitude de vie de la sexualité, faire un portrait plus avant? Bon, évidemment, ça demande là, une bonne relation thérapeutique pour pouvoir aller chercher de l'information, puis ensuite trouver des solutions. Parce qu'évidemment, avec la clientèle jeune adulte, souvent, par leur parcours, leur histoire de vie, la maladie là, en très bas âge, ils n'ont pas eu le temps, là, où ils n'ont pas eu la possibilité d'exprimer leur sexualité, c'est plus difficile. Mais pour la clientèle adulte, le plus âgée, qui ont un passé plus défini, disons, de la sexualité, je me dis que c'est peut-être une avenue intéressante là, pour pouvoir aborder le sujet, mais aller peut-être un petit peu plus en profondeur, parce que souvent, même quand on a la permission d'en parler, ça tombe court assez rapidement. Des fois, la personne, justement, dit qu'elle n'a pas nécessairement de difficulté, puis que les symptômes de la maladie n'ont pas d'impact vraiment. Des fois, je me retrouve dans un cul-de-sac. L'intervention là, tombe à plat un peu. Oui.
Ben, je dirais que c'est sûr que ça... Moi, c'est sûr que, je te dirais, j'ai pas lu là-dessus ou j'ai pas vu dans les groupes de discussion cette façon de faire-là. D'un point de vue personnel, c'est sûr que je serais mal à l'aise de décrire mes activités avant avec mon conjoint à un thérapeute. Je pense, personnellement, ça me rejoindrait pas. Par contre, d'identifier des problématiques spécifiques, je pense que moi, ça me rejoindrait plus parce que là, je peux donner une information limitée à mon thérapeute, mais qui est quand même, qui va m'aider dans le fond à trouver une solution. Mais je ne sais pas dans la salle s'il y en a d'autres qui ont d'autres expériences par rapport à ça. Parce qu'il y a des questionnaires qui regardent les pratiques sexuelles, mais c'est vraiment plus comme de l'ordre général, dans le fond. C'est pas spécifique. Donc, tu sais, quand c'est des problèmes de faiblesse ou de douleur, bien, je pense qu'on peut plus aller vraiment spécifiquement sur ça, puis donner, ou dire, tu sais, bien, y a-t-il une position qui vous donne plus de douleur? Donc là, tu révèles une position, tu ne révèles pas toutes les positions que tu adoptes avec ton partenaire. Fait que je pense que cette notion-là peut-être un petit peu plus... Bien, je suis d'accord parce que si on aborde là, justement la sexualité dans sa globalité, là, oui. un peu comme la définition là, de l'OMS, mais c'est quand on parle plus d'intimité, oui. tout ce qui entoure, là, pas juste l'acte sexuel en tant que tel, je pense qu'on peut peut-être avoir des pistes de solutions parce que si la personne n'a pas eu d'intimité dans le passé, c'est difficile, là, comme thérapeute, comme ergothérapeute, je suis plus à l'aise de parler justement de position, de mécanique, de douleur, de fatigue, plutôt que d'enjeux là, qui sont plus d'ordre psychologique ou... Mais je pense que ça, c'est pas nécessairement le rôle de l'ergo. On va rester dans une perspective où il y a... Tu sais, on n'est pas là pour développer, dans le fond, l'intimité ou les activités liées à la sexualité. Je pense que ça, c'est plus le rôle du sexologue ou du psychologue ou etc. Nous, c'est quand il va arriver une problématique où là, il n'y en a pas, où c'est plus possible. Tu sais, je pense qu'on est plus dans cette optique-là en ergothérapie, là, quand c'est un développement où il n'y en a pas, bien, on n'a pas à intervenir parce qu'il n'y a pas d'avant-après. Tu sais, il n'y a pas, en tout cas... Mais je ne sais pas si les étudiantes ont... Mais je pense pas, hein? Je pense pas mal ça. Oui. Juste une petite méthode d'intervention qu'on s'était fait enseigner pour ne pas arriver dans un cul-de-sac puis que le client nous donne pas de réponse, de formuler les questions de façon à assumer qu'il y a des difficultés. Donc, la sexologue, elle disait, à place de dire « Est-ce que vous avez des difficultés? » Ça serait comme... quelles sont vos difficultés? Fait que là, on prend en considération qu'il y a déjà des difficultés. Fait que c'est juste une petite technique d'entrevue qu'on aurait plus de chances d'avoir une réponse. Ouais. C'est comme avec les adolescents, quand tu leur demandes « Ça a-tu bien été? » Oui, puis c'est fini. Alors que tu prends la question, tu dis « Qu'est-ce qui s'est passé à votre party hier? » Alors là, il ne peut pas dire juste « oui ». Tu sais, moi, c'est la technique que j'ai utilisée avec mes ados, puis ça fonctionne très bien. Et, bon, ils sont autistes. Mais je pense qu'il faut ouvrir à ça. Oui, oui. Merci. Et merci beaucoup, Cynthia.